My, épisode 3. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Moi j'ai la forme et je suis hyper contente parce que là j'ai une super lumière, j'ai plein de temps pour venir vous parler de ce qui m'a occupée pendant cette semaine au niveau tricot, au niveau créativité, au niveau projet, réflexion, nouveauté. Donc je suis hyper contente de venir vous retrouver pour vous montrer un peu tout ça. J'espère que vous êtes bien. C'est dimanche, moi je suis dans ma chambre, assise sur mon lit avec autour de moi toutes mes réalisations. Je me suis préparé un petit thé pour vous accompagner dans ce moment que j'espère être un moment de détente. Et voilà, on va commencer. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, voilà, vous avez le droit de ne pas me connaître, hein, mais pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, qui n'ont pas vu mes épisodes précédents, je suis Svetlana, j'ai 32 ans et j'habite à Grenoble. Ça fait une grosse année que je tricote et que ça fait 3 semaines que je viens partager régulièrement avec vous ce qui m'a inspiré, ce qui m'a plu, ce sur quoi j'ai avancé pour vous amuser, pour alimenter votre créativité, tout comme je passe un bon moment aussi et je m'inspire en regardant d'autres podcasts. Alors, au programme de cet épisode, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de projet fini. Parce que forcément, si je viens toutes les semaines, il n'y a pas forcément d'avancée significative sur un ouvrage en particulier qui permet de vous le montrer en mode « ça y est, il est fini, regardez-le ». Donc là, j'ai pas ça aujourd'hui. Par contre, j'ai castonné plein de choses. Ce qui pour moi est vraiment la folie. Je suis assez mono en cours, c'est-à-dire que je fais un projet, voire 2, voire rarissimement 3. Parce qu'après, je me sens vite un petit peu débordée. Enfin, débordée. Je sens que ça m'obscurcit un petit peu l'esprit. C'est-à-dire quand je me dis, je vais tricoter, il faut un peu que je réfléchisse à quoi tricoter. Et ça, je préfère pas trop me poser de questions et avancer sur les projets que j'aime. Donc là, je suis passée à 4 en cours. Ouh là là, je suis... c'est du jamais vu pour l'instant. Dedans, j'ai 2 pulls, un châle et une petite peluche que je tricote pour le bébé d'un collègue. Et donc c'est tout ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais aussi à la fin de ce podcast vous faire une petite revue de ce livre. Je vais commencer à vous en parler à peine en fait, à l'évoquer rapidement dans l'épisode 1. C'est Raccommodage brodé de Tomomi Mimura. Et parce que j'ai pas mal d'affaires à raccommoder. Et donc je voulais vous partager un petit peu ce qui m'a plu dans ce livre et peut-être les projets vers lesquels je vais me diriger pour réparer les différents pulls qui sont un petit peu mal en point. Pour commencer avec ce que je porte, alors là ça va aller très vite puisque je n'ai que une chose et demie faite main. Donc c'est mon Clotilde cardigan, ça c'est ma réalisation coup de cœur de décembre 2023, de début 2024. Et je vous en ai parlé longuement dans l'épisode 1, donc je vous le remets dans le petit i en haut à droite de votre écran, si vous voulez aller le revoir, savoir plus sur les laines que j'ai utilisées, sur le modèle. Mais en tout cas, je le trouve super sympa à tricoter, super sympa à porter, donc c'est vraiment un modèle que je vous recommande vraiment chaudement. Deuxième chose que je porte et qui peut, peut-être qui a un petit peu fait main, c'est, c'est pas cette marinière, je l'ai achetée sur Vinted, mais c'est ce petit cœur. Je la trouvais un peu tristouille, bleu marine et blanche comme ça, donc je me suis brodé un petit cœur un peu à main levée, c'est-à-dire j'ai rapidos fait un cœur au stylo et après j'ai fait le point lancé, c'est-à-dire vraiment un point assez libre qu'on utilise pour recouvrir une forme comme ça, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des petits allers-retours, on fait toujours dans le même sens, tout comme ça, jusqu'à remplir notre forme et ça fait un petit volume assez, je sais pas si vous verrez bien, ça fait un petit volume un peu sympa, donc là aussi petit projet de broderie rapide qui fait plaisir et qui égaye rapidement un ouvrage, en l'occurrence un habit qu'on peut trouver un peu triste. Donc voilà, là j'avais pas utilisé de modèle, j'ai juste fait mon petit cœur et c'est parti. Et je l'ai mis du mauvais côté d'ailleurs, je l'ai mis à droite, en fait je voulais le mettre à gauche côté du cœur, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais commencer par mon Norma Jean parce que
J'adore ce projet. C'est celui, je pourrais le tricoter non-stop si j'avais que lui. Donc, le voici. C'est le Norma Jean Sweater de, de Fabel Knitwear. Donc, vous le voyez, il est là. Donc, c'est un pull assez crop qui a un esprit très 50s. Donc, en fait, il est assez crop. Je vais le remonter un petit peu pour que vous voyez. Là, il me reste, je l'ai un peu rallongé parce que j'ai un buste un peu long. Donc, moi, ça fait crop bien 3 cm au-dessus du nombril, ce qui est vraiment, voilà, très très crop. Moi, c'est pas trop ce que j'aime porter. Je préfère quand c'est crop, mais un peu plus bas. Donc voilà, il me reste quelques centimètres pour le rallonger. J'aurai fini le corps. Et après, je m'attache aux manches. Donc, ce que je peux vous dire sur ce modèle, c'est qu'il est... alors déjà, moi j'adore la construction. Alors, je suis allée à un tricoté hier. Un tricoté qui était super sympa. C'est l'Anaï Tricot à Grenoble qui organisait ça. En fait, on était à un musée. Et donc, on voyait l'exposition. C'était une exposition on avait un guide spécial et en fait on pouvait la suivre en tricotant. Donc c'était sur l'artisanat des Alpes et il y avait des choses sur la laine, sur les arts du fil, la dentelle et tout. Mais aussi juste les mœurs et les us et coutumes des peuples des Alpes à travers les âges. Et après c'est terminé par un petit tricoté très sympathique dans une salle du musée, le musée dauphinois à Grenoble. Et on m'a dit le nom de cette technique. Ça s'appelle, donc sur ce façonnage d'épaule, qui en fait, vous voyez, ça fait comme un raglan, mais c'est pas vraiment un raglan, enfin, c'est pas complètement un raglan. En fait, ce que ça permet, c'est d'avoir des manches droites, donc des set-in sleeves, mais sans devoir coudre. C'est-à-dire que vous faites vraiment d'une pièce. Et pour ça, en fait, une méthode contiguë, donc ça s'appelle la méthode construction contiguë ou contiguous, et bien je ne sais pas en anglais. Ah voilà, méthode contiguë mais en anglais. Et en fait, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez fait votre col, vous faites les augmentations. En fait, vous faites une petite bande comme ça. Et après, vous faites les augmentations le long de cette bande. Jusqu'à ce que vous soyez arrivé à l'intersection entre votre épaule et, c'est-à-dire ça là, le pli de votre bras et votre épaule. Jusqu'à ce que vous arrivez là. Et après, vous faites des augmentations un peu dans l'autre sens. Donc au début, je voulais pas trop rentrer dans les détails la semaine dernière pour l'épisode 2, parce que je me disais, c'est peut-être quelque chose que la designer a inventé. En fait, non, c'est assez connu. Donc voilà, c'est la méthode continue, j'y arrive, contiguë de construction. Donc vous voyez, ça fait un petit rendu comme ça. Et la particularité, ce que m'a dit une tricoteuse donc, qui est assez expérimentée, et apparemment elle m'a dit qu'elle avait un podcast, enfin en tout cas une chaîne YouTube sur laquelle elle faisait des tutos que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir parce que ça date d'hier. Ça s'appelle Mick la souris. Voilà, j'irai regarder, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Mick la souris a beaucoup d'expertise et d'enthousiasme aussi. Ça fait vraiment quelqu'un qui partage beaucoup et qui est assez chouette. Et donc il m'a expliqué ça et qui me disait que effectivement cette méthode là par contre sa particularité c'est de faire des manches assez bouffantes. Donc c'est parfait pour des modèles justement esprit 50s ou un peu époque victorienne par exemple. Parfois c'est pas forcément ce qu'on a envie de porter et donc du coup c'est pas super évident pour d'autres modèles. Pour celui-là c'est absolument parfait. Enfin c'est vraiment l'esprit du modèle et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Et là, pour vous dire un petit peu, donc voilà, je vous dis où j'en suis, il me reste quelques centimètres en bas et les manches. Et après, je voudrais terminer. J'ai un petit doute sur les... Je me demande si j'ai pas démarré les côtes trop tôt. Parce que comme mon buste est long, j'ai arrêté les côtes au moment où elle le disait. Un certain nombre de centimètres pour ma taille sous les emmanchures. Et après on part en côte sur 5 cm et plus. Et le truc c'est que moi je crois que je suis en train de partir sur vraiment 12 cm de côte, ce qui peut peut-être un peu déséquilibrer le modèle. Donc là je suis un peu partagée. Ce que je vais faire c'est que je vais continuer je pense que je vais le mettre en pause. C'est-à-dire que là je vais faire 1 cm de plus, parce que là vraiment il manque encore clairement 1 ou 2 cm. Je vais le mettre en pause. Et après je vais faire les manches. Et je vais voir en fait en fonction de la laine qui me reste, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je défais pas les côtes pour les abaisser un petit peu? Enfin après c'est en même temps c'est pas mal le modèle construit comme ça, donc ça peut faire peut-être un peu trop. Je sais pas. Affaire à suivre au prochain épisode. Pour ces réflexions-là autour de ce modèle-là, j'ai un petit doute. Mais pas sûr, ça peut peut-être fonctionner comme ça. Avec les habits que j'ai à disposition aussi. Je le vois avec certaines jupes un peu crayon que j'ai. Enfin crayon.
assez ajusté, très taille haute que j'ai, aussi avec un pantalon blanc. Donc si ça marche avec ces 3 habits-là, je me dis c'est bon, je me prends pas la tête plus que ça. Mais si ça marche pas, j'aurais peut-être besoin de tout détricoter. Parce que tout le monde adore, bien sûr. Donc là, c'est un petit peu, là, je me laisse le temps d'envisager cette possibilité, de me faire à l'idée, de faire un peu peut-être le deuil de ma progression sur cet ouvrage-là. Avant, après, bah voilà, de prendre une vraie décision. Et une décision, si possible, éclairée, parce qu'aussi ça aide, je trouve, d'avoir les manches. Moi, je fais souvent ça, c'est-à-dire que je rabats pas forcément le bas. Je fais d'abord un peu les manches, j'avance un peu les manches pour voir comment le modèle se déroule. Et pour voir un peu si je rallonge ou pas, si ça fait déséquilibré ou pas du tout, je peux y aller vraiment. Parce que ça m'est déjà arrivé par le passé, sur mon unique pull précédent, de m'arrêter un peu trop tôt. Enfin, j'avais fait le rabattage du corps en premier. Et en fait, j'avais l'impression que c'était long et qu'il fallait que j'arrête maintenant parce que les manches, elles allaient faire comme ci, comme ça. Et parce qu'en plus, elles sont ballons. Donc... Et en fait, pas du tout. J'aurais pu y aller gaillardement sur quelques centimètres de plus. Et donc voilà, je fais du passé tirant les leçons. Et donc maintenant, je fais les manches avant de rabattre mon bas. Mais c'est mon truc, enfin mon bas, mon corps de pull, mais bon, c'est mon truc perso, quoi. Sur la laine que j'ai utilisée, c'est vrai que je n'étais pas très disciplinée dans mes précédents podcasts. Je passais un petit peu rapidement sur ce point-là. Donc là, j'ai tout préparé. J'ai pris les petites étiquettes avec moi. Donc là, c'est de la Erika Knight, marque Erika Knight, une marque anglaise. C'est de la Pure Tweed et qui Original Tweed from County Donegal. Donc je crois que ça, c'est aussi un lieu qui est célèbre pour ses tweeds. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment le Pure Tweed à aller regarder parce que là, je le trouve... Ah, là, on le voit bien. Il rend quand même un peu tristouille sur ma caméra, mais en fait, il est vraiment hyper joyeux, hyper gai. Et il est très tweedé, et ça, j'aime beaucoup. Alors que c'est un tweed, voilà, c'est pas de temps en temps, toutes les 20 mailles, un petit tweed qui traîne. Non, là, vous regardez, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est super sympa. Et cette laine, elle a en fait, l'échantillon est à 16, alors que dans le... Enfin, 16 mailles pour 10 cm. Et moi, j'avais effectivement 16 et le modèle est à 18. Et voilà, dans l'épisode 2, je vous avais partagé mes calculs un petit peu à l'arrache, qui fait que j'étais partie sur une taille 2. Finalement, je pars sur une taille 1 parce que le fil est vraiment plus épais que l'autre. Et en fait, à la fois en largeur et en longueur, je sens que là, c'était pas bon. Mais heureusement, ce qui se passe, c'est que ce modèle, en fait, c'est surtout la taille, elle contraint surtout le haut. Et comme la designer vous accompagne, vous dit vraiment quand vous arrêtez, à quel moment et tout, en fait. Et comme le début est un peu indifférencié tant qu'on n'a pas... en fait, c'est le premier moment où la taille est différente. C'est, je crois, quand on fait des augmentations ici et le moment où on s'arrête là. Où elle nous conseille de nous arrêter, sachant qu'on s'arrête, bien sûr, en fonction de notre corps. Donc voilà pour la petite laine, en tout cas. Pure Tweed d'Erika Knight, je suis vraiment fan. Et je suis passée hier à Lana et Tricot avant-hier. Vous allez voir après pour quel projet. Et au passage, j'en ai profité pour zioter un petit peu les autres laines. Et il y avait d'autres coloris de Pure Tweed que j'avais pas vu. Et il y en a un qui est super beau. Il a un coloris un peu caramel avec des petits tweeds. Vraiment un jaune très chaud, un peu de beige, un peu café. Enfin, super sympa. Et lui, je me suis dit, ah, c'est sûr. C'est sûr que si là, au porté, elle me plaît aussi, que pour l'automne, je vais réitérer avec cette laine-là parce qu'elle est très belle. Après, elle est très grattante aussi, j'ai l'impression, parce que moi, je pensais ne pas être sensible. Jusqu'à présent, j'avais testé la Gilliatt de Dererum Natura, la Mota de Wool Dreamers, enfin plein de laines vierges différentes qui me gratouillaient pas. Celle-là, c'est la première qui me... Quand je l'essaye, je sens que ça gratouille un petit peu, surtout sur le cou. Alors c'est peut-être aussi justement parce que c'est la première fois que j'ai un col aussi haut dans les pulls que je me tricote. Donc voilà, elle gratouillote un petit peu pour l'instant, mais je me dis peut-être qu'avec à l'usage ça ira. Peut-être que la peau s'habitue aussi. Moi je compte beaucoup sur ça parce que j'aime vraiment beaucoup ce tweed et j'aimerais vraiment pouvoir tous les mettre, toutes les couleurs. Et là, je serais vraiment très déçue que ce super pull dont j'adore le modèle, j'adore le tweed, en fait, je le trouve insupportable. Je dois mettre pas un maillot de corps, ça c'est vraiment un très vieux mot, maillot de corps, mais un dessous, quoi, un espèce de haut moulant qu'on peut mettre sous son pull et qui soit peut-être un petit peu, qui remonte avec un petit col pour protéger les gratouillis. Donc voilà pour le Norma Jean
turtleneck. Alors maintenant on passe au deuxième pull. Deuxième pull, c'est... Hop, je range l'ancien, je sors le nouveau. C'est le Seaway de Ozeta. Donc hop, le voilà. Donc le Seaway de Ozeta. Donc semaine dernière, j'avais fini ma manche. J'avais rabattu le corps, qui a une longueur parfaite. Et là maintenant, au tricoté hier, j'ai repris ma manche et j'ai avancé un petit peu. Et là, voilà, il me reste je pense, à la moitié, si je dis pas de bêtises. Je regarde en même temps. Ouais, c'est ça. Je suis à peu près à la moitié du motif. De la manche sur laquelle il y a le motif. Il me restera ensuite les côtes. Les petites dizaines de centimètres. Je crois 7 cm, il y a 7, 8, 10, je sais plus. En tout cas, les petites côtes à la fin. Et après, c'est terminé. Et justement, quelque chose dont je voulais vous parler la semaine dernière et que j'ai oublié, prise dans le fil du podcast, c'est que je crois que j'ai foiré mon rabattage tubulaire. Donc, moi, j'ai l'habitude du rabattage à l'italienne. Donc, celui-là, que l'on fait avec une aiguille à laine. Et on fait, on tricote les mailles en fait avec notre aiguille une fois à l'endroit, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, selon où est-ce qu'on est dans les côtes, quoi, si on démarre sur une maille en vert ou une maille en droit. Et comme ça, on les rabat au fur et à mesure, une fois qu'on les a tricotés pour la deuxième fois, et ben là, on les rabat. Et donc ça, c'est une finition que j'adore, que j'ai eu des petits soucis de tension, comme vous voyez. Là, par exemple, ma tension était beaucoup plus lâche que, par exemple, plus tard où j'ai corrigé. Là, vous voyez, d'ailleurs, c'est pas mon doigt, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ouvrage qui se resserre. Donc, j'ai un peu corrigé parce que je craignais vraiment l'effet un peu corolle. Moi, j'aime pas du tout ça sur les pulls, et j'en ai certains un peu vieux qui se distendent comme ça. Et d'ailleurs, super sympa pour l'effet corolle, parce que je l'avais aussi un peu au niveau du cou. Il y a 2 personnes qui ont vu mon podcast et qui m'ont dit « Ah, mais du coup, il faudrait que tu essaies de glisser un petit élastique dans le col. » Donc, merci beaucoup pour ce conseil. Je ne connaissais pas cette technique et je vais tester ça parce que là, le col, vous voyez, il est vraiment trop lâche, alors qu'en fait, il devrait être beaucoup plus serré. Donc, je vais utiliser cette astuce pour le resserrer. Donc, merci beaucoup. Alors, pour cette affaire de rabattage, donc ici à l'italienne classique, et là, dans le patron, elle dit faites le rabattage tubulaire. Donc le vrai de vrai, celui où tu as les 2 rangs de préparation où tu tricotes une maille sur 2. C'est-à-dire que là, tu as tes côtes endroit envers. En fait, premier rang, tu tricotes que les mailles endroit, tu glisses toutes les mailles envers. Et deuxième rang, c'est l'inverse. C'est tu glisses toutes les mailles endroit et tu tricotes toutes les mailles envers. Et donc ça fait un espèce de tube de laine entre les mailles glissées comme ça. Et ce que tu peux faire, après, c'est qu'après, une fois que tu as fait ça, je la refais. Une fois que tu as fait ça, tu mets toutes les mailles endroit sur une aiguille, toutes les mailles envers sur l'autre aiguille, donc tu as les 2 aiguilles comme ça. Et après, tu fais un grafting entre tes mailles. Sauf que je crois que je me suis foirée. Alors, vous me direz ce que vous en penserez. Mais moi, je pense que je me suis foirée parce que ça fait pas du tout comme dans le livre de Liz Taylor, où elle a vraiment une finition qui ressemble beaucoup plus à ça, en fait. Qui ressemble à ça, mais en mieux. C'est-à-dire qu'avec les côtes plus resserrées à la fin, on dirait que les côtes continuent. Et moi, on dirait que, je sais pas, j'ai comme des nœuds en haut. C'est même moins joli que le rabattage classique, où vous savez, on tricote 2 mailles et puis on en glisse une par-dessus. On en passe une par-dessus l'autre. Et là, en fait, c'est vraiment pas, ça fait pas comme ça, quoi. Ça fait pas, là, ça fait ni la jolie tresse de ce rabattage classique, ni il est pas si élastique que ça, en fait. Je sais pas, j'ai dû faire une bêtise. Peut-être que j'ai décalé dans mon grafting les rangs envers, les rangs endroits. Pas les rangs, les mailles envers, les mailles endroits. Et donc, j'ai rabattu les mailles endroits comme des mailles envers et inversement. Pourtant, je me suis corrigée à un moment donné. Enfin, si c'est le cas, à un moment donné, j'ai vraiment fait attention que ce soit pas le cas. Donc, le mystère reste entier. Mais donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que là, j'ai fait peut-être une erreur, ou peut-être que c'est le rabattage comme ça qui me plaît pas trop, et là, je vais le refaire avec, que je me crève pas l'œil, je vais le refaire plus tard avec celle-là. En plus, il n'y a pas beaucoup de mailles, donc ça, c'est pas mal pour tester. Je vais le refaire sur cette manche-là, et je verrai si, en me concentrant très fort, pour ne pas faire d'erreur, je verrai si cette fois,
ça marche ou pas. Donc voilà, mon Seaway, il en est là. Je pense que semaine prochaine, quand je reviendrai, il sera terminé. Et ça, ce sera trop bien. Donc, trop cool. Je voulais vous parler de la laine que j'utilise ici parce que je vous ai quand même parlé 2 fois du Seaway et 0 fois presque de la laine que j'utilise, à part pour le fait pour le fait qu'elle soit jolie, qu'elle ait une jolie couleur. Alors qu'en fait, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes préférées, je pense. Vous l'avez vu au fur et à mesure des épisodes. Moi, je suis plutôt team laine vierge. J'aime bien les laines fermes. C'est-à-dire que qui ont un toucher assez sec et quand on les tricote, qui ont de l'élasticité, mais qui ne sont pas rebondies et molles. Enfin, comment dire? Parce que laine vierge, c'est rebondi aussi, mais qu'il n'y a pas ce côté un peu mou. Moi, je préfère vraiment les laines avec vachement de tenue comme ça. Moi, je suis plutôt team laine vierge. Et une de mes préférées, que je découverte grâce à Lana et Tricot, c'est la Mota de Wool Dreamers. Donc la Mota, c'est ce dans quoi je tricote mon Seaway. Et en fait, la Mota, elle est vachement bien. Parce que c'est une laine espagnole, Wool Dreamers, c'est des Espagnols. Et en fait, c'est une super substitution à la Gilliatt de De Rerum Natura. C'est donc la Gilliatt de De Rerum Natura, je l'adore. J'ai fait mon field sweater, mon Clotilde cardigan dans la Gilliatt. J'adore son élasticité, j'adore sa douceur, sa souplesse et tout. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que les deux, on peut utiliser, j'ai l'impression, l'une pour l'autre. C'est-à-dire la Mota pour de la Gilliatt et inversement. Sachant qu'en plus, les deux marques, donc De Rerum Natura et Wool Dreamers, ont des gammes de couleurs très différentes. C'est-à-dire que les couleurs de Gilliatt, vous voyez, alors là, les délicates, ils n'ont pas que des trucs délicats, mais ils vont moins aller sur des couleurs un peu flash, vraiment avec beaucoup de vivacité. Alors que Wool Dreamers, voilà, vous voyez, bougainvillier, il existe, je crois qu'il y a un équivalent de ce coloris dans la Gilliatt aussi. Mais, en tout cas, dans Wool Dreamers, ils ont un vert très acide, un orange très peps, ils ont vraiment des bleus aussi très vibrants, qui sont, alors que ceux de Rerum Natura sont plus délicats, même s'ils ont quand même de la personnalité. Et aussi une différence très appréciable, c'est le prix. Genre c'est presque du simple au double, c'est-à-dire que la Gilliatt, on en est à du 14, généralement 14 € les 100 grammes, alors que là on est, je crois, la Mota, on est plutôt sur du 8. Ce qui, sur des ouvrages, voilà, moi j'aime bien alterner, on va dire, des laines un peu, entre guillemets, luxe, type la Gilliatt ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que si on se retrouve à faire tous ces projets comme ça, bon, ça peut vite, c'est vite un budget, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que la Mota, je trouve c'est une super alternative à la Gilliatt pour 2 raisons, son prix et aussi sur la gamme de couleurs qui est différente. Et donc ça permet parfois quand on a un projet en tête et on se projette sur une couleur en particulier mais qu'elle n'existe pas dans une des marques, d'aller dans l'autre pour aller l'emprunter. Donc voilà pour ce petit Seaway. Alors, projet suivant, le châle fleur. Lui, qu'est-ce que je l'aime. Alors, je peux pas vous le déplier parce qu'en fait je suis en cours de rang. Ah, super. Je vais vous le terminer, comme ça vous pourrez le voir. Et en plus, voilà, vous pourrez voir en action ce qui se passe. Donc, le châle fleur, donc c'est un modèle d'un patron de une maille à la fois qui est vendu, qui est inséparable de l'écheveau, qui est vendu avec. Et ce qui est hyper sympa, c'est que c'est un patron où c'est la laine qui dicte, justement par exemple là, qui dicte comment faire justement, vous voyez, hop, ces petites fleurs là que vous voyez ici. Donc, hop, je vais essayer je vous le déplierai tout à l'heure. Et en fait, donc le patron lui vous dit juste où faire les augmentations, comment se construit le châle, pardon. Mais par contre, c'est vraiment la laine qui guide le motif. Et ça, c'est une approche, quand je l'ai vu dans le podcast de Lanlainé, ça m'a vraiment beaucoup plu. Cette approche assez dans le lâcher-prise par rapport au tricot, par rapport à voilà, tous ces... c'est pas exécuter un patron à la lettre près, mais c'est plus se laisser porter un petit peu par ce qui se passe. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et surtout, il y a un côté, vous voyez, non perfectionniste et aussi libre arbitre dans son patron.
Non pas que les patrons soient toujours des recettes à appliquer à la lettre, qu'on veut faire une substitution quand on va par exemple utiliser un fil végétal ou un fil pour remplacer une fibre animale, ou qu'on a des enjeux de taille, typiquement voilà, en fonction de sa poitrine, de ses bras, etc., devoir faire des ajustements. C'est jamais des recettes rigides. Mais là encore moins. Parce que là, typiquement, elle vous dit, il y a des moments, vous n'aurez pas envie. Quand on arrive, vous voyez là, le fil, il est orange. Et en fait, là, vous pouvez choisir de faire la fleur ou de pas la faire. Si vous choisissez de faire la fleur, vous pouvez aussi choisir si vous faites une fleur, une grosse fleur à 7 mailles, une moyenne à 5 ou une petite à 3. Typiquement. Et vous pouvez choisir d'en faire 0 aussi. Typiquement, là, vous voyez, le orange, il arrive quand moi je suis à la fin. Donc là, elle déconseille de faire une fleur à ce moment-là. Donc, bon, là, je vais le mettre dans le petit taille corde du bord. Et voilà, je vais l'avancer un tout petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc voilà, déplier, à quoi il commence à ressembler. Donc là, vous voyez mes petites fleurs, elles sont... Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai du orange, parce que en fait c'est comme j'ai bobiné mes écheveaux, c'est un gros écheveau de 150 grammes. Donc je l'ai bobiné et du coup à un moment donné j'ai dû couper parce que avec mon bobinoir, comme j'avais mis mes affaires, c'était très lourd, donc ça marchait pas j'arrivais pas à faire un beau cake à 150, donc j'ai fait 2 cakes moyens. Et le truc c'est que j'ai commencé par le deuxième cake. Et donc je pense que la teinturière elle se débrouille, que quand on commence par le bon cake, on n'a pas du orange de suite. Et moi comme j'ai fait le truc à ma sauce, en rebobinant mes écheveaux, j'ai du orange dès le début. Mais donc en fait, comment on fait? C'est donc, on commence par cette pointe-là, on a des augmentations toujours du même côté, et après, vous voyez, les fleurs, elles apparaissent au fur et à mesure. Ce qui se passe, c'est que moi, j'étais tellement concentrée dans les fleurs qu'il y a plein de fois où j'ai oublié de faire les augmentations. Je vais essayer de vous le montrer plutôt comme ça. Vous voyez, il y a des moments où, en fait, c'est un peu droit, que j'ai arrêté de faire des augmentations pendant 3 rangs, alors qu'en fait, on les fait vraiment à chaque rang. Et donc là, je pense que ça fait un truc un peu, une forme de pic, comme ça, de dents de requin. Mais voilà, c'est le jeu aussi. Et puis là, j'avais pas envie de défaire toutes ces jolies fleurs. Donc voilà. Et ce que j'aime bien dans la laine, donc c'est de la Blue Face Leicester. Donc c'est pas du mérino, c'est une autre race de mouton. Je crois que sa laine est plus grise que la laine de mouton, de mérino à laquelle on est habitué. Je parle, là je suis pas du tout sûre de mon coup, hein. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur la BFL, la Blue Face Leicester, allez regarder, mais il me semble de mémoire que c'est ça sa particularité, que c'est plus résistant. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un toucher moins doux mais plus résistante, sachant que là c'est quand même de la super wash, j'ai l'impression. J'ai pas l'étiquette précise de la laine, mais voilà. Et là ce qui est intéressant, j'ai l'impression que c'est super wash quand même, quand on voit les speckles comme ils ont bien pris comme ça, j'ai l'impression que c'est du super wash. Et là d'ailleurs justement ce qui est sympa c'est que donc moi je l'ai pris en couleur orange, il y a plusieurs couleurs, il y a orange, rouge, rose, vert, je crois qu'il y a un bleu. Et moi j'ai beaucoup hésité entre la rouge et la orange, je me suis dit la rouge c'est peut-être un peu, par rapport à mon style c'est peut-être, c'est très romantique, en rouge ou en rose par exemple. Les rouges je me disais peut-être un peu trop romantique pour moi, je crois que je préfère le côté un peu, voilà, le orange un peu plus chaud. Donc voilà. Et donc le orange, j'ai l'impression que lui, il a un peu moins de speckles verts. En fait, il y a aussi des speckles un peu verts et rouges pour des feuillages ou des détails à mettre un peu, voilà, pour suggérer comme un champ de fleurs autour de nos fleurs que l'on fabrique. Et je crois que le orange, il en a un peu moins, parce que je voyais le rouge. Le rouge, il y avait beaucoup de speckles verts. Et j'ai l'impression que voilà, l'orange, c'est plus discret. Vous voyez, on les a un peu de temps en temps là. Mais après, il y a plein de moments où on en a un petit peu moins. Mais voilà. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et d'habitude, je suis assez ce qu'on appelle project knitter, c'est-à-dire je tricote pour un objet en particulier. Donc, je vais avoir un coup de cœur pour un modèle, je vais avoir un coup de cœur pour un objet à créer. Et c'est pas forcément... Alors, j'adore tricoter, hein, mais c'est vraiment plus l'objet fini que le processus qui me drive, quoi. C'est pour ça que je suis un peu mono en cours, parce que j'ai très vite envie de terminer mes projets et de les avoir. Et bien là, c'est le premier pour lesquels, en fait, finalement, le châle, j'avais pas spécialement envie d'avoir un châle à ce moment-là, mais je trouvais le processus tellement sympa et c'est tellement amusant de devoir faire ces fleurs. Vous voyez, hop, elle ressemble à ça. C'est tellement amusant que c'est mon projet, voilà, où là j'aime le processus vraiment à fond et où ça me fait hyper plaisir. Je me dis, je ferai un petit peu du châle fleur maintenant à tel moment. En plus, lui, il est hyper portable pour l'instant, enfin au stade où il en est maintenant.
Donc c'est lui que j'ai fait pendant l'expo du musée. Et d'ailleurs, en fait, je pensais qu'il est... Enfin, vu le concept qui est hyper sympa, je pensais qu'il c'était un châle un peu... Je me disais, bah, il est peut-être sûrement connu. Et en fait, non. Et au tricoté, personne, il y a peu de gens qui le connaissaient. Et pas mal de gens qui ont bien aimé le découvrir et prendre la référence de la teinturière qui propose ça. Donc, je vous ai amené la petite carte. C'est une maille à la fois. Une maille à la fois qui fait une micro-teinturerie. Ce qu'elle dit, c'est ça. Micro-teinturerie artisanale. Et qui a... voilà qui a qui propose ce concept-là qui est hyper sympa. Donc le châle-fleur, et là, comme j'aime vraiment le processus, je suis pas du tout pressée de le finir. C'est-à-dire, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, moi, il y a des moments, je suis un peu, genre là, par exemple, sur mon Seaway, je me dis, là, il faut le finir, là, je suis un peu je me mets une deadline, j'ai envie que ce soit terminé dans une semaine pour pouvoir le porter, je pense à comment le porter et tout, alors que lui, bah, il sera fini quand il sera fini. Et c'est pas grave, parce que finalement, moi, j'aime bien le tricoter, et je pourrais même voilà, faire une couverture entière en fleurs sans aucun problème, quoi. Donc avec peut-être le fait qu'il sera terminé. Bon, là non, c'est quand même pas un projet marathon, hein, mais typiquement une couverture en fleurs, elle sera terminée dans 1 an et c'est pas grave. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qui me faisait peur. Quand je vois des gens qui font des couvertures et qui disent alors je l'ai commencé il y a 2 ans, moi avec le côté centré projet, projet enfin, project knitter, je me dis mais comment on peut se lancer dans un truc où on l'aura l'objet fini seulement dans 2 ans? Ça me semble surréaliste. Et en fait, maintenant je le comprends. Maintenant que ça y est, au bout d'1 an de tricot, j'ai enfin trouvé mon projet processus. Et ben là, voilà, c'est lui, le châle-fleur. Ah, on arrive sur mon dernier en cours du moment. Et coucou, c'est la voilà. C'est un petit caneton, une canetonne en tout cas en l'occurrence, qui est donc le modèle, il vient du livre Mouche et ses amis que je vous ai présenté dans l'épisode 2. Et donc là, je suis en train de tricoter cette petite beauté trop mignonne. Alors, elle n'est pas rembourrée ni rien. Hein. Je la mets en mode marionnette pour que vous puissiez un peu vous projeter dans le rendu final. Mais voilà, ce sera beaucoup plus, elle sera beaucoup plus dodue et avec une tête un peu moins. Là, on dirait une petite marionnette, genre le Muppet Show, quoi. Et elle aura une tête, voilà, beaucoup plus mignonne et remplumée. Et donc cette petite canetonne, qui pour l'instant s'appelle Mirabella, le temps qu'elle soit offerte, je la tricote pour un collègue avec qui je m'entends super bien, qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps, qui est né la semaine dernière, cette petite fille. Donc trop cool. Alors, plutôt que prévu. Donc moi, c'est pour ça que je me suis mis en ordre de bataille pour tricoter cette petite canetonne. Et donc je l'ai commencé très tôt. Là, on est dimanche. Je l'ai commencé vendredi soir. Et en fait... ça va hyper vite. Non, j'ai une bêtise. Je l'ai commencé jeudi soir. Et vous voyez, ça va assez vite. Donc, on tricote avec des minuscules aiguilles. Moi, j'avais pas. En fait, il disait en 2,25. Et en fait, j'avais pas des 2,25 avec des longs câbles comme ça. J'avais que du 2,5. Mais bon, comme je tricote super serré, c'est pas du tout un sujet. Et là, je la tricote. Alors, j'étais trop contente. Donc, je vais ouvrir ma boîte à trésors, ma boîte à laine à chaussettes, que j'adore. Et donc là, dans ma boîte à laine à chaussettes, il y a ce bouquet de mini que j'avais acheté toujours chez Lana et Tricot, bonne tricoteuse grenobloise. Et donc là, je ne connais pas du tout cette marque, cette teinturière. Je pense que c'est une teinturière indépendante. Ah, bah c'est normal, parce que c'est espagnol. C'est la miel comme ça. Et là, c'est donc ces bases chaussettes, donc c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et il y avait que des jolis coloris, donc il y avait ce rose très sympa, ce jaunard, j'ai pas emmené ma pelote jaune, mais du coup le petit jaune comme ça qui va avec, et 3 autres couleurs. Vous voyez, lui c'était le bouquet Sunset. Et il y avait en plus ces 3-là. Donc ils étaient super beaux. Et moi je savais que je voulais tricoter ma petite peluche avec ça. Mais je ne savais pas quelle gamme de couleurs. Et du coup c'est mon amoureux qui a très bien choisi. Le blanc très clair avec le rose très pâle. Moi je m'étais dit peut-être ça. Un caneton plutôt voilà, avec un bec vif et tout.
Et on s'est dit, ah, peut-être un truc plus délicat, ce serait plus mignon pour un petit bébé. Et donc là, voilà. Tata, là, voilà. Alors, le modèle est trop sympa. Alors, c'est... si vous aimez pas trop tricoter des chaussettes, parce qu'on doit faire plein de petites manips avec des petites aiguilles, ça va pas vous plaire. Parce que vous voyez, là, c'est un peu la chirurgie à cœur ouvert. Genre, il y a je sais pas combien de mailles. Parce que là, je suis à... Regardez, j'ai fait une patte, une petite aile. Une aile, pas une patte. Je vais faire la deuxième aile avec, hop, ces aiguilles-là en Magic Glue. Et en fait, on tricote avec vraiment 4 mailles sur chaque aiguille, quoi. Parfois 3 mailles, même 2 quand on fait ces petites pointes-là. Donc, c'est très délicat. Moi, j'ai pas l'habitude de perdre des mailles. Et là, j'en ai perdu vaillamment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des merdouilles un peu là. Parce que j'avais perdu des mailles. Évidemment, c'est quand j'ai rentré le fil de l'aile que je me suis rendu compte que j'avais perdu des mailles là. Et qu'elles étaient en train de se faire un peu la malle en remontant le long de la tête de la canne. Et j'étais... donc voilà. Donc, j'ai fait opération reprise un peu sauvage avec... le fil que je devais rentrer, qui du coup se retrouve en haut, j'essaie de le faire un peu lâche. Alors ça c'est bien, je fais pas mal de peluches, et ce qui est bien dans les peluches, c'est que le rentrage de fil, de toute façon c'est dans la bourre après. Donc là voilà, tant que c'est pas trop serré, typiquement là vous voyez, parce que j'ai rentré un truc qui vient de là, je l'ai fait remonter et je m'en suis servi pour raccommoder ça. Tant que c'est pas trop serré, que ça peut se détendre bien comme il faut avec le rembourrage, voilà, c'est pas très grave. Et donc là, j'adore son petit bec, il est trop mignon. Et là, où j'en suis, là, je dois me lancer dans la deuxième aile. C'était quand même un travail d'orfèvre, hein, cette petite aile. Et d'ailleurs, je me suis foirée comme il faut, parce que le patron, il dit pas que les plumes, elles ont la même taille, en fait. Non, elle, c'est la plus petite, elle a bien sa vraie taille, mais elle est plus haute, et elle aussi, encore plus haute. C'est-à-dire, ça fait vraiment comme une petite diagonale. Et moi, je l'ai pas lu. J'ai lu première plume, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris. Et je commence la première, et je fais pareil pour les deux autres, et c'est quand je rentre le fil, je me dis, est-ce qu'il donne des astuces pour rentrer le fil, que là je vois qu'en fait ça n'avait rien à voir pour les autres. Donc voilà, elle aura des mains, des petites mains droites, enfin des ailes, des petites ailes avec des plumes droites, donc voilà. J'hésite à faire l'autre dans l'autre sens pour voir le rendu, mais je me dis ça fait bizarre d'avoir des pattes un peu asymétriques. Donc voilà, pour l'instant je crois qu'elle va partir en pattes comme ça, et puis c'est plus rapide, parce que vraiment les plumes... Moi, ça me manquait. En fait, c'était pas désagréable parce que ce qui est super sympa, c'est que ça va très vite. En fait, ce que j'adore, pour vous récapituler un peu, ce que j'adore, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire que, donc c'est tout petit, mais en fait, les sections, on change tout le temps. On fait jamais la même chose. Donc, c'est pas un truc qu'on fait. On peut le faire devant la télé, mais il faut avoir son livre à côté quand même. C'est-à-dire que, voilà, le bec, en 30 minutes, il est fait. À peu près. Hein. Voilà, en quelques dizaines de minutes, il est fait. Les augmentations de la tête, en quelques minutes, elles sont faites. Il y a 4 sections de rangs raccourcis. Elles aussi, chacune, elle dure à peu près 30 minutes. Donc ça, c'est hyper satisfaisant. On se sent progresser dans le patron et on s'ennuie jamais. Donc ça, c'est ce que j'adore dans ce modèle-là. Ce qui est plus difficile, c'est voilà, ce que je vous disais, c'est vraiment de l'orfèvrerie, de mini-mite, on a 4, 2 sur cette aiguille, 2 sur l'autre, et là tu essaies de vraiment pas les faire tomber. C'est pour ça que, voilà, ça fait un peu des... Attendez, j'essaie de vous mettre bien là, que vous voyez bien. C'est que du coup, voilà, ça fait ces petits trucs irréguliers, parce que moi j'ai pas bien géré ma tension sur ces trucs-là, donc voilà. Pour ce petit... Mais en tout cas, je m'amuse beaucoup. Et là, par contre, je suis un peu... en fait, je vais voir ce collègue normalement mercredi. Et je voulais vite terminer le canard avant mercredi. Mais aussi rapide que ce soit, je pense que j'arriverai pas. Parce qu'il y avait le tricoté hier. Donc, ça m'a pris une demi-journée de tricot, entre guillemets. Parce que je pouvais pas... voilà, ça se tricote pas. Ça peut se tricoter en papotant, mais certainement pas en marchant. Donc voilà, c'est... Si encore tricoter en papotant, il faut avoir bien les comptes en tête. Je pense qu'une fois que tu as fait une première fois une partie, la deuxième, oui, tu peux la faire en papotant, mais comme en plus, moi, c'est en anglais que je débute sur le tricot en anglais, voilà, une erreur est vite arrivée. Donc je ne me risquerai pas à le faire je veux dire, je ne me suis pas risquée à le faire en papotant. Mais le voilà, ce petit canard. Voilà, je commence à être baignée de lumière. J'essaie de me reculer un peu pour que vous voyez toujours bien. Donc voilà, Mirabelle là. Et alors, je sais pas vous, mais alors moi dès que je mets les yeux aux peluches,
Ça, c'était une podcasteuse que j'écoute anglaise qui s'appelle Helen Mousey Makes, qui fait beaucoup de tenues, et qui disait quoi, que c'est vrai que dès que tu lui mets les yeux, c'est bon, ça devient un vrai être vivant auquel tu donnes naissance. Et donc, tu as envie vachement de le finir. Donc voilà. Là, voilà. Maintenant, on a vu tous mes encours du moment. Donc, waouh, 4 encours, c'est la folie pour moi. Maintenant, je vais vous parler d'un test que je fais. C'est mon premier test, je suis trop contente. C'est un test de Lily and Stitch. Lily and Stitch. Donc, qui a déjà fait. Moi, je la connaissais pas. Je l'ai connue parce que je suis Naticea sur les réseaux sociaux et elle a partagé un modèle qu'elles avaient, une collaboration qu'elles avaient fait où elle avait partagé un pull hyper joli avec un volant comme ça. Au début, je me suis dit, ah, c'est super sympa ça, j'ai peut-être envie de le faire. Et surtout que moi, j'attends depuis 1 an pour tricoter des fibres de Naticea. Donc, Naticea, c'est une marque qui est spécialisée dans les fibres végétales et des fibres végétales le plus possible respectueuses de l'environnement, donc en minimisant les transports, en minimisant les traitements, etc. Donc elle a plusieurs gammes, donc ça, il y a coton, coton-lin, lin pur, je crois, si je dis pas de bêtises, et chanvre. Et chanvre, ça c'est trop intéressant, j'ai jamais tricoté du chanvre. Donc, moi j'avais déjà acheté du chanvre de Naticea l'année dernière pour me faire le Outline Tee de Jessie Made. Mais en fait l'automne est arrivé et puis j'avais plus envie de tricoter des tops. Donc il m'attend, le Outline Tee m'attend. Sauf qu'entre temps j'ai été sélectionnée pour le test. Alors là c'est vraiment, j'étais tellement contente, c'est le premier test pour lequel je suis sélectionnée. Moi j'ai postulé à je sais pas combien de tests, jamais j'ai été sélectionnée. Et c'est seulement enfin été sélectionnée à un test. Donc c'est une combinaison, donc c'est un combi short. Que je vous montrer une petite photo ici puisqu'elle l'a partagée sur les réseaux, donc c'est que c'est pas secret quoi. Donc voilà. Et j'ai trop hâte parce qu'elle est hyper jolie. J'adore les combi shorts, en plus c'est un truc que je porte beaucoup l'été, mais je galère toujours à en trouver une qui me plaise vraiment. Et donc là, moi je vais la tricoter en taille 3 et avec ce magnifique pernel de Naticea. Regardez, c'est exactement la couleur. Quand je le mets sur ma tête comme ça, c'est exactement cette couleur. Un vert sauge, c'est la coloris sauge. Et je suis encore baignée de lumière. C'est le coloris vert sauge. Et donc c'est un vert assez froid, mais très très. Vous le voyez en fait. Là, j'ai même pas besoin d'essayer de vous faire deviner parce que vous le voyez vraiment tel qu'il est. Et ce qui est intéressant avec les fibres végétales, donc moi j'aime bien les tricoter. J'ai déjà tricoté du lin pour mon Sunday Tea de petite knit. Et c'est très sec. Et moi j'aime bien. En fait, au niveau sensoriel, je trouve ça assez agréable de tricoter des fibres sèches qui après assemblent un tissu et après on le touche et on sent qu'il s'adoucit, qu'il s'assouplit. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je l'avais fait l'année dernière. Donc j'avais tricoté le Sunday Tea en créalino de Langyard. Et c'est très différent de la laine, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'élasticité. Et donc là, au niveau de la tension et tout, c'est un petit peu différent, mais rien de... Enfin voilà, moi j'étais débutante, j'avais fait un pull et le Sunday Tea, et ça m'a pas... Le résultat final, enfin moi j'aime beaucoup le résultat final, donc il n'y a pas de difficulté particulière à tricoter des fibres végétales de ce type-là, qui sont aussi brutes que ça. Et là, je trouve qu'il a un toucher un peu proche du créalino. C'est-à-dire le diamètre est un peu... Le diamètre est à peu près le même et le toucher est à peu près le même. Et j'ai hâte. Et donc là, je vais le castonner. On a 11 semaines pour le faire. Donc ça, c'est 11 semaines à partir depuis mardi dernier. Donc là, je vais le castonner rapidos une fois que je termine mon mota et mes quelques encours là. Et après, je vais me consacrer corps et âme à ce test. Parce que voilà, je suis trop contente. J'ai été sélectionnée enfin. Yes, mon premier test. Donc là, il faut que je remplisse mon devoir à ce niveau-là. Donc, trop contente de ce petit test. Et avec la pernelle. On a fait le tour des projets, on a fait le tour des encours. Maintenant, place au livre. Donc, là, ce que j'ai comme problème, c'est que, et je le sens même avec lui, en plus, lui, le pauvre, il est tenu que par une maille, ce coude. Je sais plus où est-ce qu'elle est, la maille, là.
Elle est tenue vraiment que par je sais plus où elle est. Voilà, on voit, c'est tout utilisé par ici. En fait, moi, je mets beaucoup mes coudes sur la table. Alors, vous le voyez là, c'est tout bouloché. Je mets mes coudes sur la table, je suis tout le temps, ou alors quand je m'allonge, je suis sur mes coudes. Donc en fait, j'use très 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 vite mes coudes d'habits. Donc ça, c'est très pénible. Donc j'ai je ne sais pas combien de cardigans, de pulls, etc. qui ont des trous au coude. Sauf que, à moins de mettre un patch, une espèce de patch rond en cuir ou en tissu, bah, moi j'ai pas. Moi j'aime pas trop ça, c'est pas mon style quoi. Puis en plus, il y en a certains, c'est en côte brisée ou trucs comme ça, donc ça fait un peu moche. Enfin, moi je trouve que ça fait un peu, ça casse un peu la jolie maille de mettre un patch comme ça. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller explorer ce livre-là que j'ai acheté fin d'année, Raccommodage brodé de Tomomi Mimura, pour trouver une petite inspiration. Donc, la particularité de cette créatrice, c'est que elle utilise le point de tissage, je crois, ce point-là, point de reprise. Elle utilise le point de reprise pour créer des motifs. Et donc, ça peut faire des choses très sympathiques comme ça. Hop, vous voyez, genre des petites girafes en patchwork, des petits champignons, par exemple pour l'automne, c'est super mignon. Hop, un petit écureuil rigolo, un chat. Et en fait, elle fait plein de choses comme ça. Là, je vous montre des petits projets. Et là, vous voyez, on a je ne sais combien. Là, la girafe, c'est la numéro 39. Hein, donc, on en a des motifs et des choses comme ça à explorer. Et voilà. Et en fait, donc, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de me trouver un petit motif. Ah, ce crabe, il me fait trop marrer. Ce petit crabe là. Donc j'ai envie de me trouver un petit motif parce que c'est à chaque fois c'est genre 3 mailles qui ont lâché à cause de l'usure. Donc là j'ai envie de trouver un petit motif à mettre sur les coudes, peut-être des différents à chaque coude, peut-être un peu discret, genre par exemple sur mon pull noir peut-être faire un petit pingouin, un truc comme ça. Je sais pas. Là je vais explorer un peu tout ça et un petit soleil aussi. En fait, ce qui est sympa, c'est que donc on a énormément. Ce livre-là, je l'ai trouvé hyper riche en termes de quantité de modèles. Alors, après, je suis pas brodeuse. Hein, j'ai pas 200 livres de broderie, j'en ai 2, non 3. Et donc là, je n'ai pas forcément une bonne représentation de la quantité des modèles qu'il y a dans les standards dans un livre de broderie. Mais celui-là, il coûte 19,90 € et on a 50 modèles quoi. On a 50 petits modèles. Alors, c'est des petits trucs. Enfin, on a des petits et des gros trucs. On a des gros. Pour vous montrer les plus grands. Par exemple, on a ce nounours là. Ce nounours là sur un dos de chemise là, qui est un peu plus grand. On a, voilà, ce qu'elle montre aussi, les fleurs sur la manche. Ça, c'est super beau. Ça, je pense que je vais le faire à un moment donné. Peut-être sur... Ah non, c'est ça que je vais faire. Et la lumière fut... Là, je viens de voir en même temps le cardigan noir. Je pense que ça, je vais le faire sur le cardigan noir. Parfait. Donc je vais faire ça sur le cardigan noir. Donc 1 sur 2 de trouver, 1 sur 3 de trouver. Donc elle fait aussi des plus gros motifs. Et à la fois dans des styles, vous voyez là c'est très plutôt élégant, romantique. Et après elle fait des trucs très fun. Genre cette petite pyramide d'animaux musiciens. En plus elle me disait. Voilà, c'est les musiciens de Brême. Donc cette petite pyramide d'animaux gigantesque et là qui est très fun, très colorée. Donc des styles très différents. Donc moi ce que j'aime dans ce livre, moi je suis très débutante en broderie. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a à la fois, donc au début, ça les livres de patrons de tricot ils devraient faire ce genre de choses. Au début il y a la galerie des modèles. Donc tu vois tous les modèles comme ça, ou les uns après les autres. Et c'est trop bien. Et je crois même à un moment donné il y a une mosaïque où elle les montre comme ça. Ça c'est vraiment quelque chose, je sais que les livres de couture le font souvent, les magazines de tricot le font, mais les livres de tricot non. Et quand on veut un sommaire, retrouver un modèle ou quoi, c'est hyper galère je trouve à chaque fois. Et après donc on voit donc tous les modèles, tiens regardez encore un petit lapin, il n'y a pas que des animaux, hein. Là vous voyez là par exemple il y a des trucs très variés, genre des chaussettes, voilà, si vous voulez broder une chaussette pendue, bah, vous pouvez. Des fruits, une petite chèvre, des hamsters, des couronnes de Noël, des gâteaux, enfin, il y a des... Voilà, en fait, il y a plein de thèmes variés, des choses sur la météo, ça je vous l'ai montré tout à l'heure.
Donc en fait, il y a plein de thèmes variés, donc c'est sûr que vous trouverez votre bonheur, des choses enfantines, des choses plus adultes, entre guillemets, enfin enfantines, on va dire un style plutôt naïf, et des choses après plus sobres, adultes, avec des végétaux, des choses comme ça. Donc hyper sympa. Là, les champignons, ils sont chouettes. Je vous les remontre, vous les revoyez. Et après, il y a un alphabet aussi, si vous voulez mettre un petit prénom ou un texte. Et les alphabets, vous voyez, c'est avec des... C'est toujours des personnages ou des végétaux ou des choses comme ça. Genre, là, vous voyez, le C, c'est un espèce de phoque. En fait, moi, je trouve qu'on dirait un phoque, mais c'est peut-être une chenille. En fait, une chenille avec des dents. Je sais pas trop. Le V, un alligator. Une bouche d'alligator. Trop sympa. Et à la fin, on a donc un petit cahier technique qui explique les bases des matières, genre comment choisir son fil en fonction du tissu. Ça, pour des gens comme moi, c'est très bien. Elle donne des idées d'utilisation, par exemple, de laine. Elle dit, par exemple, laine multicolore. En fait, là, on pourrait croire que c'est des fils différents. En fait, elle a utilisé une laine qui change de couleur. Donc, trop bien. Trop bien, trop bien. Là, elle parle d'utiliser du mohair, des choses comme ça. Et à chaque fois, voilà, elle parle des différentes... En fait, en fonction de l'effet que vous voulez avoir, des différents fils que vous pouvez utiliser. Donc ça, trop bien quand on n'a pas d'expérience en broderie, parce que moi, j'ai aucune idée des rendus. Il y a comment faire le motif. Et moi, j'ai fait un petit essai, que j'ai pas là, mais je trouve ça très clair. C'est-à-dire que vraiment, vous voyez ça, vous n'avez pas besoin de voir un tutoriel sur Internet. Et ça, c'est pas du tout évident. Avec un livre, enfin voilà, surtout au tricot, où on a l'habitude que tout tourne dans tous les sens. Ça, en photo, généralement, ça marche très rarement. Et là, par contre, sur la broderie, ça marche nickel. Et donc voilà, elle montre plein d'effets, de comment faire des variations aussi un peu stylées et tout. Et là, elle montre comment remplir un modèle qu'on aura dessiné avec son petit patchwork de points de reprise. Et à la fin, bien sûr, on a tous les modèles qui sont mis comme ça et qu'on peut décalquer et mettre sur son papier ou sur son tissu. Voilà. Donc je l'ai pas encore. Donc moi, pour l'instant, ce que je peux vous dire, j'ai pas fait un modèle. J'ai fait le point qu'elle expliquait. Donc ça, le point, j'ai trouvé ça super. Les modèles, je trouve la variété hyper chouette. C'est-à-dire que vraiment, pour 20 €, avoir autant de modèles et autant d'explications techniques aussi pour créer ses propres modèles. En fait, il y a plein de... Voilà, il se passe plein de choses derrière. Après, peut-être que si vous êtes plus avancé en broderie, vous direz, bah, en fait, c'est hyper... c'est pas forcément utile d'avoir un livre dédié à ça. Moi qui suis débutante et qui aimais beaucoup le style de la designer, ça m'a plu. Donc voilà, pour ce petit livre, Raccommodage brodé de Tomomi Mimura, super sympa et moi je vous le recommande chaudement. Même si j'ai pas encore brodé, je vous recommande chaudement parce qu'il est hyper bien fait et très inspirant. C'est ça aussi qui est chouette. Moi j'aime bien regarder des livres pour m'inspirer, pas forcément pour exécuter le modèle à la précision, mais je me dis par exemple ce petit pingouin que j'adore là, je me dis dans un petit jacquard de chaussettes. Je sais pas, parce qu'en plus là on les voit, hein, donc en fait on peut imaginer quelque chose comme ça, pas trop dur, avec même des logiciels un peu dédiés qui permettent de faire du pixel art. Ça permet de faire des petites grilles de jacquard. Bah là je me dis, il me plaît bien celui-là, peut-être je le ferai en tricoté et pas en brodé. Voilà. Donc, raccommodage brodé de Tomomi Mimura. Et bah écoutez, 54 minutes affichées à l'écran. Moi j'ai terminé de vous raconter tout ce que j'avais à vous partager. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas, je me suis bien amusée à vous montrer toutes ces petits trésors là que j'ai autour de moi et vraiment qui en ce moment me donnent beaucoup de joie. Je vous souhaite maintenant une super semaine et je vous dis à très bientôt avec mon Seaway terminé. On croise les doigts. Bonne semaine à tous.